Ce sont les mots de Donald Trump lui-même. Les États-Unis envisagent sérieusement de quitter l'OTAN, qui est donc cette alliance politico-militaire de pays occidentaux dont font partie de très nombreux pays européens, dont la France. Or, les conséquences, elles pourraient être extrêmement importantes. On va donc essayer de comprendre et d'analyser factuellement tout ça. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. C'est donc dans une interview qui a été publiée ce mercredi matin par le média britannique The Telegraph que Donald Trump a affirmé qu'il comptait reconsidérer l'appartenance des États-Unis à l'OTAN. Selon lui, l'OTAN est un tigre de papier, autrement dit donc une alliance à l'apparence terrifiante, mais qui serait en réalité inoffensive. L'OTAN, c'est une alliance qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1949 dans l'objectif d'assurer la défense de plusieurs pays d'Europe et de pays d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, il y a 32 pays, dont les États-Unis et la France qui en font partie. On retrouve aussi plus globalement beaucoup de pays occidentaux, beaucoup de pays européens, mais on retrouve aussi certains pays comme par exemple la Turquie. Aujourd'hui, l'alliance, je pense que vous le savez si vous regardez ce format parce qu'on en parle régulièrement sur la chaîne, elle repose sur un principe de solidarité entre les États membres. Il y a notamment l'article 5 de l'OTAN qui dit qu'une attaque armée contre un pays membre de l'OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les pays de l'OTAN. C'est donc en quelque sorte ce principe d'un pour tous, tous pour un. Si un pays est attaqué, les autres doivent venir l'aider. Pour finir sur le contexte là-dessus, pendant longtemps, on parlait même de parapluie militaire américain. En gros, les pays européens, certes, ils s'armaient, mais ils profitaient aussi beaucoup d'une forme de protection, en tout cas en apparence, par les États-Unis. Et c'est justement sur ce point-là que Donald Trump s'appuie aujourd'hui. Depuis le 28 février, on va pas revenir sur tout, je pense que vous l'avez suivi avec nous, mais donc les États-Unis et Israël ont décidé de bombarder l'Iran. En réponse, l'Iran bombarde de nombreux pays de la région qu'il considère comme des alliés des États-Unis. Mais l'Iran a aussi bloqué le détroit d'Ormuz, qui est donc ce passage maritime absolument stratégique pour l'exportation mondiale de pétrole. Or, Donald Trump, là aussi je vous en ai parlé sur Instagram, il avait demandé à plusieurs pays, dont la France, le Japon ou encore le Royaume-Uni, de l'aider à rouvrir de force ce détroit. Sauf que cet appel de Donald Trump, il était resté globalement sans réponse et de très nombreux pays de l'OTAN ont décliné la proposition de Trump. Plusieurs leaders européens affirment notamment ne pas vouloir être entraînés finalement dans une guerre qu'ils n'ont pas initiée. Et dans le détail, il y a des pays qui ont été très fermes, on peut penser par exemple à l'Espagne, et il y a d'autres pays comme la France qui ont une position un peu plus nuancée, si on peut dire ça comme ça. En gros, ils ont refusé de participer à l'effort de Donald Trump. Par contre, Emmanuel Macron a par exemple déclaré que la France serait prête, je cite, une fois que le cœur des bombardements aura cessé, à se joindre à un effort international pour sécuriser ce détroit. En tout cas, Trump avait très vivement réagi, il avait accusé les pays de l'OTAN de profiter de la protection états-unienne sans rendre la pareille en quelque sorte. Il avait même estimé que les pays de l'OTAN étaient, je cite, des lâches, avec même un délâche qu'il avait écrit en majuscule sur son réseau social. Mais alors, comment analyser tout ça? En fait, la question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que cette situation dans le détroit d'Ormuz et cette volonté de Trump de le rouvrir, est-ce que ça représente une situation qui doit entraîner le déclenchement de l'article 5 et donc le déclenchement d'une aide venant de tous les pays de l'OTAN pour venir donc aider les États-Unis? Eh bien, en réalité, pas vraiment. En effet, il faut bien comprendre que l'article 5 de l'OTAN, il porte sur des attaques contre un pays membre de l'OTAN. On parle donc ici d'un contexte défensif et donc, en théorie en tout cas, ça ne doit pas s'appliquer dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'obligation ici de participation des pays de l'OTAN. Il y a notamment l'ancien chef d'état-major de la défense britannique qui soulignait notamment que, je cite, l'OTAN n'est pas une alliance conçue pour que l'un de ses membres puisse entreprendre une guerre de son choix et obliger ensuite tous les autres à le suivre. Bref, en théorie donc, les pays comme la France n'ont pas d'obligation à aider Donald Trump, mais par contre, ce qu'on observe donc ici, c'est que factuellement, ça a été la goutte d'eau pour Donald Trump, qui a au passage toujours été extrêmement critique de l'OTAN. Ça ne date pas d'hier, ça fait littéralement des années, voire des dizaines d'années, bien qu'il critique l'OTAN. Une de ses critiques majeures, c'est le fait que Trump accusait les pays européens de ne pas respecter les traités de l'OTAN concernant les montants à investir dans leurs propres armées. Et en effet, ça, factuellement, sur ce point-là, Donald Trump a raison. Pendant très longtemps, de très nombreux pays européens étaient sous les seuils qui étaient fixés dans
dans le cadre de l'OTAN. Ce seuil, qu'est-ce que c'est? C'était le fait que les pays devaient investir 2% de leur PIB dans la défense. Eh bien, beaucoup de pays européens étaient bien en dessous. Alors là, depuis, ça a beaucoup changé avec la guerre en Ukraine, la situation avec la Russie et même la situation globale dans le monde. Il y a eu un réarmement massif, si bien d'ailleurs que Donald Trump a exigé que ce pourcentage il passe de 2 à 5% d'ici 2035. Les pays donc de l'OTAN vont devoir investir 5% de l'équivalent de leur produit intérieur brut dans la défense. Alors comme d'habitude, les déclarations ici sont à prendre avec beaucoup de pincettes, mais Donald Trump affirme que la guerre en Iran pourrait être terminée dans 2 ou 3 semaines. On va reparler de tout ça sur la chaîne. Mais il déclare aussi que si le détroit d'Ormuz est toujours bloqué d'ici là, eh bien, je cite, la France ou d'autres pays se débrouilleront tout seuls et les États-Unis, je cite, n'auront plus rien à voir avec ça. Alors est-ce que cette menace de quitter l'OTAN c'est un bluff ou c'est quelque chose de réel? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pas la première fois qu'il agite cette menace. Dans un autre article qui a été publié la semaine dernière, The Telegraph rapportait aussi que Donald Trump envisageait par exemple de priver les membres de l'OTAN de leur participation aux prises de décision de l'Alliance dans le cas où ces pays ne respectent pas l'objectif de dépenses militaires de 5%. L'autre option sur la table pour Trump, ce serait le fait de retirer des bombes nucléaires états-uniennes qui sont aujourd'hui stationnées en Europe et qui aujourd'hui doivent participer à dissuader toute attaque sur des pays européens. On peut aussi imaginer que les États-Unis décident d'aider encore moins l'Ukraine. Bref, il y a plusieurs options qui sont sur la table, mais ce qui est sûr, c'est que ça montre une vraie friction, une vraie tension entre les pays européens et Donald Trump. Bref, face à tout ça, on peut noter que le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé un rassemblement des pays européens dans les semaines à venir pour évoquer ce sujet et évoquer aussi la question d'un partenariat ambitieux, sachant que le Premier ministre britannique semble toujours défendre l'intérêt de l'OTAN. De son côté, Emmanuel Macron a réaffirmé que la France, je cite, ne prend pas part à la guerre et qu'elle n'a pas été consultée avant le début du conflit. Donald Trump a aussi affirmé dans la journée que le président iranien a demandé un cessez-le-feu, mais que les États-Unis ne l'envisageront que quand le détroit d'Ormuz sera rouvert. Mais ces propos ont été une nouvelle fois démentis par l'Iran dans l'après-midi. On suivra donc tout ça évidemment dans les prochains jours, que ce soit sur YouTube, en podcast audio ou alors directement sur Instagram. Vous le savez, dès qu'on a de nouvelles actualités, on vous tient au courant via des publications directement là-bas. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette première actu. Israël a annoncé ce mardi vouloir mettre un terme à ses achats militaires effectués en France. Ces fonds seront ainsi réorientés vers des industries israéliennes ou vers des pays jugés plus fiables, d'après le ministre israélien de la Défense. En fait, les autorités israéliennes accusent la France d'avoir agi, je cite, à plusieurs reprises ces dernières années pour porter atteinte à la sécurité d'Israël et à la capacité opérationnelle de ses industries de défense. C'est aussi une réaction à la décision de la France de reconnaître l'État de Palestine en septembre 2025, ainsi qu'à son refus récent d'autoriser le survol de son espace aérien par des avions israéliens transportant des munitions destinées à la guerre au Moyen-Orient. Il faut savoir qu'entre 2015 et 2024, Israël a acheté pour 223 millions d'euros de matériel aux industries françaises de défense, soit 20 millions d'euros par an en moyenne, selon un rapport du Parlement. À titre de comparaison, la France a enregistré 21,6 milliards d'euros de commandes étrangères en 2024. Deuxième actu, la journaliste américaine Shelley Kittleson, spécialiste du Moyen-Orient et collaboratrice du média Al Monitor, a été enlevée ce mardi à Bagdad, la capitale de l'Irak. Plusieurs médias internationaux, dont l'agence de presse Reuters, ont confirmé qu'elle avait bien été enlevée près de l'hôtel Palestine dans le quartier de Karada. Peu de temps après son enlèvement, un véhicule soupçonné d'avoir servi aux ravisseurs a été repéré et poursuivi par les autorités. Lors de sa fuite, il s'est renversé et un suspect a été interpellé à l'intérieur, mais aucune trace de la journaliste. L'identité des ravisseurs n'est pas connue, mais des sources proches de la journaliste contactées par le Figaro pointent du doigt le Kataeb Hezbollah, l'un des principaux groupes armés appartenant à la communauté chiite, l'une des deux grandes branches de l'islam. Shelley Kittleson avait été avertie à plusieurs reprises de menaces la visant et elle aurait d'ailleurs été contactée quelques heures avant sa disparition. Dans un communiqué, le média Al Monitor s'est dit profondément alarmé et a appelé à sa libération rapide et en toute sécurité. On vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution de la situation. Troisième actu, en Haïti, un pays situé dans les Caraïbes, au moins 70 personnes ont été tuées ce week-end après des attaques de gangs à Petite-Rivière de l'Artibonite, au centre de l'île. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le représentant de l'ONU dans le pays. La police haïtienne avait fait état ce lundi d'un premier bilan d'au moins 16 morts, mais plusieurs autres sources avaient envisagé un bilan bien plus élevé, notamment après une autre attaque survenue à l'aube le même jour. Selon Bertie Doras, porte-parole de la commission de dialogue de réconciliation et de conscientisation pour sauver l'Artibonite, un département d'Haïti, le gang Grand Griffe serait responsable de cette attaque. Plus de 5500 personnes ont été tuées en Haïti entre mars 2025 et mi-janvier 2026,
2010 en raison des violences de gangs ou d'attaques menées contre eux, d'après un rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme publié la semaine dernière. Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, fait face depuis des années et depuis surtout l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse en 2021 à la violence des gangs qui commettent meurtres, viols, pillages et enlèvements. Quatrième actu, David Lisnard, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle ce mardi au journal de 20h de France 2. Il quitte aussi son parti, Les Républicains. Selon lui, le parti de droite cultive une ambiguïté et est trop proche du camp présidentiel. Il a notamment critiqué le vote de confiance des députés Les Républicains au gouvernement de François Bayrou en 2024 et le fait que LR ait renoncé politiquement à défendre la réforme des retraites alors qu'elle faisait partie de l'ADN du parti. Selon lui, ces positions ne sont pas acceptables à 13 mois de la présidentielle. Il estime qu'un projet clair est nécessaire. Il a également expliqué travailler depuis des mois sur un projet porté par son mouvement Nouvelle Énergie, qu'il décrit comme libéral, axé sur la sécurité, l'éducation et la science. David Lisnard a aussi réaffirmé son souhait d'organiser une primaire à droite, donc un vote pour décider qui sera le candidat unique de la droite à la présidentielle de 2027. Il a reçu le soutien d'Éric Ciotti, ex-patron des Républicains, désormais allié au Rassemblement national, qui a salué son départ du parti. Il l'a d'ailleurs invité à le rejoindre. David Lisnard rejoint ainsi Édouard Philippe d'Horizon, Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière et Marine Tondelier des écologistes à la course à la présidence. Et on termine avec cette actu, la mission Artemis 2 doit décoller dans la nuit de ce mercredi à jeudi à partir de minuit 24 heure française depuis le Kennedy Space Center en Floride. Après un premier vol sans équipage en 2022, la NASA, donc l'agence spatiale américaine, entame donc la deuxième phase de son programme spatial en envoyant 3 astronautes américains et un Canadien effectuer une mission de 10 jours en orbite autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Les astronautes ne vont donc pas se poser sur la Lune, mais ils auront l'occasion de l'observer sous un angle inédit, notamment en découvrant sa face cachée, ce qui n'a été réalisé jusqu'à maintenant que par des sondes, notamment un appareil chinois qui a rapporté des échantillons sur Terre. Cette mission poursuit un objectif beaucoup plus ambitieux, amener des humains sur la Lune, un exploit qui n'a pas été réalisé depuis la mission américaine Apollo 17 en 1972. À long terme, la NASA prévoit même l'implantation d'une base lunaire permanente destinée à préparer des missions plus longues, notamment vers Mars, et à exploiter les ressources disponibles sur le satellite. On suivra le décollage directement sur notre compte Instagram, le lien est en description. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Alors beaucoup de choses, vous le voyez en ce moment, on essaie de couvrir tous les sujets. On a pris d'ailleurs tous vos retours concernant le sujet et la question des bonnes nouvelles. On essaie d'en rajouter le plus possible, que ce soit ici et aussi sur Instagram. On essaie d'en avoir régulièrement. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, je vous mets le lien en description. Merci en tout cas pour tous vos retours, toutes vos questions aussi ces derniers jours. On va continuer aussi à essayer de varier les sujets. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.